Ok, on revient dans notre série de vidéos sur les GLM, donc une petite série, donc la numéro 14 sur les deux points importants que j'ai mentionnés en fait. Donc la vidéo numéro 13, je revenais sur comment passer d'une famille, des lois de la famille exponentielle au modèle GLM. Et ce qu'on avait vu, c'était qu'on avait essentiellement deux degrés de liberté importants qui arrivaient. Un, c'était sur le choix de la loi. Et ce que j'avais dit, c'était que c'était en fait équivalent à choisir une fonction variance. Okay, donc on avait dit que la loi c'était associé à cette fonction B et que la variance, l'espérance et la variance s'écrivaient en fonction des dérivés de cette fonction B et qu'on pouvait introduire une fonction variance. Okay, donc la fonction variance c'était la dérivée seconde de B appliquée à l'inverse de la dérivée première de la fonction B. Okay, donc ça nous donnait une relation entre la variance de Y et l'espérance de Y. Donc la fonction variance c'est le lien entre les deux. Donc ça, c'était le premier point, le fait qu'on pouvait choisir une loi. Et on avait parlé de trois lois pour l'instant. La loi gaussienne dans le cas de la régression Wallace, la régression binomiale et la régression de Poisson. Donc ça, c'était les trois lois qu'on avait vues pour l'instant. Puis on avait vu qu'on pouvait sûrement faire d'autres choses, puisqu'en fait, on a la loi gamma, la loi inverse gaussienne. Donc on a beaucoup de lois dans cette famille exponentielle. Et le deuxième point, c'était quand je précisais les différents paramètres. Donc on avait nos paramètres bêta qui intervenaient dans cette combinaison linéaire des variables explicatives, ce qui nous donnait eta. Eta était lié à mu. Okay. Mu était lié à θ. Okay. Donc le lien entre θ et mu, on l'avait parce que c'était en gros, pardon. Oui, on l'a parce que c'est la fonction B. Okay. Donc on avait vu que mu c'était un b' de θ. Donc ça c'était le premier point. Le seul problème c'était le lien entre mu et eta. Donc le lien entre la combinaison linéaire des variables explicatives et la moyenne. Et là on avait dit on a aussi un degré de liberté, c'est le choix de la fonction de lien. Okay. Donc il y a un lien particulier qui peut s'imposer, c'est le lien canonique. Mais on a en fait pas mal de liberté. Donc le point de la discussion aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand je change de loi, qu'est-ce qui se passe quand je change de lien. C'était un peu l'objet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je rebascule sur ma tablette sur les slides pour revenir sur ce point. Donc j'avais fait une série de slides pour expliquer un petit peu les différents points. Donc je reviens là-dessus. Donc le fait que les GLM, c'est deux points importants, le lien et la fonction variance. Donc la fonction variance, ça va être associé à la loi. J'insiste encore lourdement là-dessus. Donc j'ai pris un petit exemple à gauche qui ressemble à une espèce de régression gaussienne, mais non linéaire. Okay, donc ce qu'on avait vu pour l'instant, c'était le cas où je supposais que quand j'avais ma variable y et ma variable x, j'avais un modèle linéaire, okay, avec la même dispersion partout. Mais en fait, on peut parfaitement se dire qu'on pourrait avoir non pas quelque chose de linéaire, mais une certaine fonction. Donc le lien, cette fonction-là, c'est celle qui va me donner l'évolution moyenne. Et en fait, c'est ce qu'on observe ici. Donc on a ce comportement ici où on est non linéaire. Donc la notion de lien va nous donner la forme de l'évolution. Donc je peux parfaitement me dire que je peux faire un modèle gaussien, mais avec un lien logarithmique, c'est-à-dire une évolution exponentielle de ma moyenne en fonction de la variable explicative. Okay, donc ça c'est le premier point. Le lien, sur la courbe de droite, j'ai une moyenne qui va plutôt se retrouver comme ça. Donc ici, on a plutôt au contraire un modèle qui est linéaire. Okay, donc ici, j'ai plutôt un mu qui sera une exponentielle de bêta 0 plus bêta 1 x. Okay. Ici, j'ai plutôt un modèle qui est de la forme mu est égal à bêta 0 plus bêta 1 x. Okay, donc ça, c'est le premier point, c'est l'évolution de la moyenne. L'histoire de la variance, c'est quoi la variance? C'est la dispersion. C'est comment est-ce que mes observations varient autour de cette moyenne. Donc c'est quelque part lié à une notion de résidu, mais là encore, on n'a pas encore vraiment parlé de résidu dans le cas des GLM, mais on voit que c'est la notion de dispersion autour de cette valeur moyenne, donc c'est effectivement ce qu'on avait appelé des résidus dans le cas du modèle gaussien. Donc ici, on a un modèle qui est classiquement homocédastique à gauche, donc on a une variance qui va être constante. Donc ça serait plutôt le fait que que la fonction variance soit constante. Okay. Donc la variance de y conditionnellement mes variables explicatives, elle va être constante. Okay. Donc c'est typiquement ce qu'on avait eu dans le modèle gaussien. Mais je pourrais imaginer, on avait vu comment l'étendre donc quand on avait fait des moindres carrés avec de l'hétérocédasticité, mais oublions l'histoire d'hétérocédasticité un instant. Si jamais j'ai une loi gaussienne, normalement j'ai une fonction variance constante. Et le cas de droite, c'est pas exactement la même chose, c'est que j'ai une variance qui semble être croissante avec les x, avec la moyenne en fait.
Okay, donc, quand j'ai une variable qui est toute petite, bah, j'ai une variance qui est très faible. Okay, donc, comme ma prévision est toute petite, ma variance est faible. Par contre, quand ma moyenne est plus grande, j'ai une dispersion qui est plus grande. Donc ça semble nous dire au contraire que la variance de y, sachant x, bah, elle semble être éventuellement linéaire en fonction de, de ma variable explicative. Donc, en l'occurrence, ici, c'est des simulations que j'ai obtenues par Poisson. Okay, donc, en fait, dans ce cas-là, on est très exactement égal à mu. Okay, donc, ça, c'est typiquement le cas où la variance sera la fonction identité. Et ça, c'est ce qu'on obtient avec une régression de Poisson. Okay, donc, on a ces deux choses qui interviennent en même temps, le lien et la variance. Okay, et encore une fois, je peux jouer sur les deux. Pour l'instant, on avait dit quand je suis gaussien, je suis linéaire, quand je suis Poisson, je suis log, mais je peux parfaitement mélanger les deux. Moyennant quelques hypothèses supplémentaires. Mais disons qu'a priori, en tout cas, d'un point de vue théorique, je devrais pouvoir mélanger un tout petit peu les deux. Et c'est ce qu'on observe sur ces graphiques-là. Okay, donc, importance aujourd'hui, c'est le lien et importance de la fonction variance sur lesquels on va rediscuter. Donc, un des points importants, c'est que les GLM, en fait, même si je vous fais croire que c'est basé sur des histoires de loi, en fait, c'est pas vraiment lié à des histoires de loi, c'est lié à ces deux informations importantes qui sont ce lien et cette variance, c'est-à-dire finalement les deux premiers moments de la distribution. Okay, donc, en fait, faire des GLM, ça ne nécessite pas forcément d'avoir de loi derrière. En particulier, alors avant d'attaquer les notions de quasi-vraisemblance, je vais juste revenir sur un petit point, c'est que si vous vous ennuyez, essayez de faire une régression de Poisson sur des variables qui ne sont pas entières. Il y aura un warning, mais normalement, ça peut marcher. Okay, donc, prenez une base de données dans laquelle vous avez des comptages, une variable explicative qui peut être à peu près n'importe quoi, et au lieu de travailler sur votre comptage, divisez votre comptage par n'importe quoi, par 2, par 3, par 10. Okay, et faites la même régression, et ce que vous verrez, c'est que vous pouvez le faire. Okay, et en particulier, on a des interprétations très simples. Donc, en fait, on voit que le fait qu'on ait un modèle de comptage, en fait, c'est pas très important. Donc, finalement, la loi, on peut voir assez vite que c'était un prétexte qui peut être intéressant parce que ça permet de construire des modèles et ça permet de discuter, mais en fait, ce n'est pas essentiel dans la construction de notre modèle et dans l'inférence en particulier. L'inférence peut se faire sans vraiment avoir de loi. Et c'est le point que j'évoque un tout petit peu ici, c'est de dire, en fait, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir une densité, par exemple. Okay, donc, en fait, on peut... et quand est-ce que je n'aurai pas une densité? Je l'aurai dès lors que, typiquement, ça va être lié à ce paramètre phi en particulier. Donc, en particulier, on avait vu que la loi de Poisson, je pouvais l'obtenir comme une loi de la famille exponentielle, que je l'obtenais quand phi est égal à 1, mais en fait, je pourrais parfaitement me dire qu'est-ce qui se passe si jamais j'avais un phi qui était différent de 1. Dans ces cas-là, je ne récupère pas exactement une densité, mais en fait, ce n'est pas très grave. Je peux quand même écrire cette fonction f que j'avais définie, donc ça va nous définir une espèce de quasi-loi. Okay, et la quasi-loi, comment je la définis? Je la définis avec cette fonction-là. D'accord, donc, cette fonction q, ça va être cette intégrale. Donc, à partir du moment où vous me donnez une fonction variance et où vous me donnez un lien, okay, je vais pouvoir vous construire un modèle. Donc, la fonction variance va me permettre de construire de manière générale une quasi-loi. Donc, si jamais je vous disais que ma fonction variance, c'était très exactement mu, ça vous donnerait la loi de Poisson. Donc, ce serait une vraie loi. Sauf que si jamais je vous dis que V de mu, c'est égal à phi de mu, dans ces cas-là, ce n'est pas exactement c'est pas exactement une densité, mais ça va nous définir une quasi-loi. Okay, et l'idée, c'est que si jamais j'ai une quasi-loi, ce n'est pas forcément très grave parce que je peux quand même essayer de trouver l'endroit. Alors, on va continuer, on a l'impression que c'est une espèce de vraisemblance, donc on va chercher quelque chose qui est le plus probable. Okay, donc, on va écrire cette quasi-vraisemblance, qui est juste la somme de ces quasi-densités. Donc, on fait exactement la même chose comme si cette fonction-là correspondait à mon log de f. Okay, donc, je peux toujours d'ailleurs l'écrire log de f, mais c'est juste que ce n'est pas exactement une densité. Donc, je peux écrire une quasi-vraisemblance et à partir de là, je peux écrire un quasi-score qui est ma dérivée. Donc, je peux chercher les endroits où ça va s'annuler. Okay, et ça me donne exactement les mêmes résultats en fait. Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose. Okay, donc, quand j'essaye de trouver les endroits pour lesquels cette fonction s'annule, donc cette dérivée par rapport à bêta j s'annule, ça me donne les mêmes valeurs que la loi sous-jacente. Okay, donc, ce n'est pas forcément si contraignant que ça de travailler sur des quasi-lois, c'est juste qu'en fait, ça me donne encore plus de souplesse. Okay. Donc, avant de revenir sur cette première partie, je vais juste continuer ici parce que c'est la discussion sur les quasi-lois. Okay. Donc, je parlais de la loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson, elle est obtenue
en supposant que j'ai un modèle poisson tel qu'on l'avait défini jusqu'à présent, c'était ce modèle poisson avec un dialogue. Okay. Donc je suppose que l'espérance, et ben je l'ai défini dans le mauvais sens, c'est cette exponentielle de ma combinaison linéaire des variables explicatives. Donc c'est-à-dire que le log de mu est égal à la combinaison linéaire. Donc mu est égal à l'exponentielle de ma combinaison linéaire. Et je suppose que ma variance, elle est égale à mu. Okay. Donc ça, c'était lié à ma fonction lien. Et ça, c'est lié à ma loi. Là, ce qu'on va dire, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'autorisais à avoir un paramètre supplémentaire. Donc, je garde ici mon exponentielle. J'essaie de corriger les slides tantôt. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, au lieu d'avoir ce mu, je récupérais ce phi mu. Okay. Donc, on n'est pas exactement sur une loi de Poisson, okay, parce que j'ai un degré de liberté en plus, mais on va voir qu'on est presque sur du Poisson, d'où la notion de quasi-loi. Okay. Je suis presque sur du Poisson, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'écris mes conditions du premier ordre, en fait, c'est la même chose. C'est que quand je vais dériver par rapport à bêta, le fait qu'il y ait un phi ou pas, ça ne change rien. Okay. Donc, repensez peut-être à un modèle de Gaussien qui était un paramètre. Le modèle Gaussien, quand je vous disais qu'on avait le paramètre phi, le paramètre sigma, et le paramètre sigma, si jamais il valait 1 ou si jamais il valait autre chose, ça ne change strictement rien sur l'estimation de votre pente. Okay. Là, c'est la même chose. On va se dire, je peux parfaitement introduire ce paramètre phi. C'est juste que ce qu'on obtient, ce n'est pas exactement une loi de Poisson. Donc, ça va être une quasi-loi. D'accord. Et je reviendrai plus tard sur l'interprétation qu'on va en avoir parce que ça va être très utile. Okay. Donc, les quasi-lois, j'en parle un tout petit peu maintenant, mais en fait, ce sera l'objet d'un tout autre jeu de slides. Okay. Mettez ça de côté si jamais ça vous paraît un petit peu obscur. On reviendra là-dessus parce qu'en fait, ça nous permettra de tenir compte d'une plus forte hétérogénéité. C'est que ça raconte. C'est que si jamais mon paramètre phi est plus grand que 1, tout d'un coup, je peux avoir un peu plus de variance. Et ça sera utile parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas pour lesquels, même quand on met toutes les variables explicatives possibles, on n'est pas exactement Poisson dans notre modèle. Donc, on verra qu'on a de la surdispersion qui traîne. Ce qui veut dire qu'il reste une partie d'hétérogénéité qui n'est pas observée. Okay. Et ça passera par cet objet un peu abstrait qui est ces quasi-lois, qui sont possibles parce que je m'autorise en fait à introduire ce paramètre phi dans des lois unies avec un seul paramètre. Donc, il y avait la loi de Poisson. Et on pourra faire la même chose dans le cas des lois binomiales. Okay, encore une fois, la loi binomiale, j'avais juste un paramètre inconnu qui était P. Et en fait, je peux m'autoriser à avoir un paramètre phi en plus. Okay, qu'on estimera. Donc ça aussi, je reviendrai sur l'estimation de phi. Pour le moment, on l'a mis de côté. Encore une fois, je vous renvoie à la série de slides précédentes où je disais que phi était donné. Okay. Mais voilà, le point important des slides d'aujourd'hui, c'était de dire surtout que les deux grandeurs importantes quand on fait des GLM, ça va être ce lien et ça va être cette variance. Okay. Donc la variance, je vous disais que c'était associé à une loi. Le point de la discussion qu'on a depuis 5 minutes, c'est de dire en fait, ça peut être un peu plus tordu que ça et ce n'est pas forcément une loi, ça peut être une quasi-loi. Okay. Mais en fait, je vais pouvoir jouer sur le lien et sur la loi. Okay. Et en particulier, il y a deux transformations qui vont être importantes par la suite dans cette série de slides, c'est les transformations de puissance. C'est que je vais dire que le lien peut être une puissance et je vais dire que la variance peut être aussi une puissance. Et en faisant varier conjointement les paramètres A et B, je vais m'ouvrir une gamme possible de modèles qui va être assez importante. Et le point que je veux discuter, c'est qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui est le plus important en fait. Quelle est l'influence de ce paramètre A? Donc, quelle est l'influence de la fonction lien en fait? Et quelle est l'influence de la fonction variance? Donc, essayer de comprendre je ne vais pas dire les interactions entre les deux parce qu'on va jouer sur les deux indépendamment, okay, mais voir qu'en fait, en jouant sur les deux, on peut se créer une gamme de modèles assez importante. Okay. Donc, c'est juste que je m'autorise des gammes de modèles au lieu de dire ma fonction variance, soit c'est une constante et c'est la loi normale, soit c'est une puissance qui est égale à 1, donc c'est l'identité, ça me donne le modèle de Poisson, soit c'est une puissance qui est égale à 2, ça me donne une loi gamma, soit c'est une puissance qui est égale à 3, c'est une loi variance gaussienne. En fait, techniquement, on a un continuum possible. Et ça va être pareil sur la loi, c'est que la loi, je vous disais, là encore, je renvoie sur mes slides précédents, je vous disais, je peux être identité, je peux être log, mais en fait, techniquement, je peux être beaucoup plus que ça. Donc, on avait aussi vu le lien inverse, dans le cas de la loi gamma, qui est un peu plus exotique qu'on utilise moins, mais en fait, de manière générale, je peux introduire un lien puissance. Okay. Donc, on voit qu'on a tout un continuum possible de valeurs et ça me permettra de faire des graphes et de discuter un petit peu plus. Donc, on garde en tête que certains choix de fonctions variance vont me donner des lois connues, mais en fait, j'ai un spectre possible qui est très grand et pareil pour les liens. Voilà. Donc, c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Donc, je reviens un tout petit peu sur quasi-poisson. Je ne sais plus si j'en ai besoin. Je regarde juste ce que je raconte. Je vais peut-être faire ma petite discussion sur quasi-poisson parce qu'on le reverra un petit peu plus tard. Donc, la loi quasi-poisson, en fait, elle est un petit peu liée à la loi binomiale négative. Okay.
Donc, il faut se souvenir un petit peu de comment est-ce qu'on peut introduire la loi binomiale négative dans les cours de proba. Donc, généralement, il y a deux manières de faire. Soit c'est sur des exemples de tirage de chaussettes ou de cartes, euh, et c'est de voir combien de fois est-ce qu'il faut répéter pour que quelque chose survienne, un certain nombre de fois là aussi. Soit je peux l'introduire avec un peu de stat bayésienne en disant, bah, à partir du moment où vous avez une loi de Poisson de paramètres lambda et que le paramètre lambda est sur lui-même une variable aléatoire qui serait une loi gamma, en fait, je vais récupérer techniquement quelque chose qui est une loi binomiale négative. Donc, la loi binomiale négative, ça va être cette distribution-là. Okay, donc, c'est une distribution de comptage. Donc, je vous prends la loi qui aura pour moyenne n fois 1 moins p sur p. Okay. Donc, j'utilise une loi binomiale négative avec un paramètre p, un paramètre n, ce qui permet de se rapprocher un petit peu de l'écriture de la loi binomiale. Okay. Puis on va essayer de discuter un tout petit peu ce que c'est que la régression quasi-Poisson, mais encore une fois, il y aura une série de slides dédiés autour de ça. J'ai tiré une loi binomiale négative. Okay. Je passe par les paramètres n et p parce que sous R, c'est ce qu'on peut utiliser. Donc ici, je simule 10 000 valeurs, n égale 10 et proba égale 1 dixième. Okay. Donc l'espérance, en utilisant la formule qui est là-haut, donc c'est 10 multiplié par 0,9 divisé par 0,1. Donc ça fait 90. Okay. Donc l'espérance de cette variable aléatoire, ça me donne un 90 et le log, il vaut à peu près 4,5. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je fais une régression quasi-Poisson, okay, je vois donc sur ces données-là, d'accord, donc je régresse non pas sur des variables explicatives, puisque si j'ai quelque chose d'homogène, donc je régresse sur 1. Okay. Donc si jamais je simule des lois binomiales négatives et que je régresse sur une constante, okay, dans ces cas-là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère ici ma moyenne. Okay. Donc ma moyenne, elle est cachée ici. Alors, encore une fois, c'est un modèle de Poisson exponentielle de paramètres bêta 0, bêta chapeau 0. Okay. Donc la moyenne de ma loi Poisson, si jamais j'étais sur du Poisson, elle serait à cette exponentielle de 4,5, mais on vient de voir que c'était 90. Donc effectivement, je récupère que l'espérance de Y, ça doit être de l'ordre de 90. Et en fait, on a cette petite ligne en bas qui apparaît, okay, qui me dit que le paramètre de dispersion, il est de l'ordre de 10. Okay. Et en fait, ce 10, eh ben, on le retrouve ici. Okay. On le retrouve ici, donc on a effectivement une interprétation de ce paramètre phi. Okay. Donc on retrouve l'interprétation de ce modèle un binomial négatif. Donc ce qu'il faut, le modèle quasi-Poisson, on peut voir comme étant une espèce de modèle binomial négatif. Okay. Donc ma quasi-loi, qui consiste à dire que j'avais mon paramètre, ma quasi-Poisson, dans lequel je disais que ma moyenne, c'était mon exponentielle de ma combinaison linéaire, mais que j'autorisais un paramètre phi qui allait me donner un peu plus de variance. Mais en fait, ça correspond plus ou moins à ce que j'aurais avec une loi binomiale négative. Donc la loi quasi-Poisson, on peut la voir comme étant quelque chose qui est très proche d'une loi binomiale négative. Okay. Donc cette quasi-loi, ce sera une manière un petit peu, j'ai envie de dire, artificielle pour s'autoriser des lois avec des variances un peu plus importantes dans les modèles de comptage, mais en fait qui correspondent plus ou moins avec ces modèles binomiaux négatifs. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Et je voulais juste revenir sur un petit exemple. Donc je vous ai fait un exemple de loi Poisson qu'on avait abordé dans la série de slides précédents sur les modèles de Poisson. Donc ici, je récupère mes estimateurs. Okay. À partir du moment où je choisis une loi de Poisson, ce qu'on a, c'est que le paramètre est égal à 1. Donc on le force comme étant égal à 1, c'est la construction de la loi de Poisson. Mais si jamais je m'autorise une loi de quasi-Poisson, okay, ce qu'on observe, on observe deux choses. La première chose, c'est que les estimateurs ne changent pas. Okay. Donc mon moins 0,83 704 qu'on observait pour la constante, bah, je vais le retrouver très exactement sur les paramètres. Donc la loi quasi-Poisson ne change pas l'estimation des coefficients. Encore une fois, repensez à ce que j'ai écrit sur ma fonction de quasi-score, mais quand je vais faire au maximum de ma quasi-vraisemblance, je vais tomber exactement sur les mêmes valeurs. Donc les bêta-chapeaux vont être exactement les mêmes que dans le cas de la Poisson. La seule chose, c'est que je vais m'autoriser plus de variance. Et en fait, j'ai raison de m'autoriser plus de variance parce qu'on voit qu'effectivement, dans ce modèle, le paramètre phi, il est plus grand que 1. Okay. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant parce que je reviendrai plus spécifiquement sur ces notions de quasi-loi. Okay. Mais souvenez-vous qu'on a quand même pas mal de souplesse au niveau de la fonction variance en introduisant ces paramètres phi. Voilà. J'arrête là sur les quasi-lois. Je vais juste revenir un petit peu sur l'histoire des vraies lois et donc c'est-à-dire des fonctions variance et des fonctions liens. Okay. Sur un petit jeu de données qui est un jeu de données un peu simpliste où on a 5 observations.
Okay. Donc j'ai 5 observations qui sont les 5 observations qui sont données ici. Donc j'ai 5 valeurs possibles pour mes x. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 5 valeurs pour mes y qui sont des valeurs, alors, qui sont des valeurs entières et qui sont des valeurs positives. Donc ça me permettra d'utiliser toutes sortes de modèles, sauf le modèle binomial. Mais disons que je peux faire une régression de Poisson, je peux faire une régression de gamma, je peux faire une régression gaussienne là-dessus. Et la question, c'est qu'est-ce que ça change sur mes prévisions quand j'utilise toutes sortes de modèles différents. Donc j'ai ici 8 modèles qui sont testés. Okay. Donc j'ai 2 modèles gaussiens avec soit un lien log, soit un lien identité. Pareil pour ma loi de Poisson, pareil pour mon modèle gamma, et pareil, je fais une régression inverse gaussienne. Okay. Donc l'idée, c'est de comparer différents modèles et voir un peu ce que ça donne. Alors, ce que je fais, c'est que je vais comparer les prévisions dans un premier temps. Okay. Donc on voit les prévisions ici, d'accord. Donc je fais un prédict sur cette... dans une grande base de données, donc je fais un prédict de tous mes modèles, okay, donc je continue comme ça, et je les concatène tous ici. Okay, et je la représente ensuite sur des courbes. Donc les 4 modèles de gauche correspondent en fait aux 4 régressions avec un lien qui était un lien identité, et les 4 régressions de droite correspondent à ce qu'on avait quand on avait un lien exponentiel. Okay, donc le point important de ce slide, c'est de bien comprendre que le lien, c'est très exactement comment est-ce que mon mu, c'est-à-dire ma prévision, okay, va se comporter en fonction de mes variables explicatives. Quand j'ai un lien linéaire, je vais forcément avoir une droite. Si jamais j'ai un lien exponentiel, j'ai pas un lien logarithmique, alors dans ces cas-là, ma moyenne, ce sera forcément quelque chose qui va soit croître, soit décroître exponentiellement vite. Okay. Donc le lien, c'est ce qui va me donner cette forme de fonction, et la seule chose que change la loi, c'est la manière dont on fait l'estimation. Okay. Essentiellement parce qu'on ne résout pas les mêmes conditions du premier ordre. Mais la forme de ma prévision va toujours être la même. Okay. Je vais avoir cette prévision-là, c'est juste que je vais avoir des bêta 0 chapeau et des bêta chapeau 1 qui vont être différents suivant le fait que j'ai supposé ici que c'était un modèle de Poisson, suivant le fait que j'avais supposé que j'avais une loi normale, une loi gamma, suivant le fait que j'avais supposé que j'avais une loi inverse gaussienne, etc. Okay. Donc le choix de la loi, il est un petit peu secondaire en fait. Il change juste l'estimation des coefficients, mais la forme que je vais donner. Okay. Donc si jamais je veux quelque chose qui croît exponentiellement vite, si jamais on ne met pas une fonction de lien exponentielle, il n'y a aucune chance qu'on arrive à la capturer. Okay. Donc quelque part dans les GLM, j'ai envie de dire que la chose la plus importante, en fait, c'est la fonction lien. Okay. C'est elle qui va nous donner la forme de l'estimation. Okay. Alors on va juste essayer de comprendre un petit peu mieux est-ce que le choix de la loi a une influence. Okay. Donc pour ça, ce que je m'amuse à faire, c'est juste regarder, est-ce que déjà, on a l'impression que visuellement, la pente est quand même très très proche. Okay. Donc on a une pente ici qui est quasiment égale à 1. Okay. Donc on peut juste essayer de regarder visuellement est-ce qu'elle est vraiment différente. C'est que malheureusement j'ai écrit dessus, mais si jamais on essaie, je pense que je dois même pouvoir zoomer, mais si jamais je m'amuse à zoomer, okay, on est quand même très 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 proche. Donc en fait, j'ai envie de dire que le choix de ma loi, il sert quasiment à rien, quoi. Ça change pas grand-chose. Donc c'est ce qui est fait dans cette fonction-là où je m'amuse à estimer la pente pour différents types de modèles. Okay. Donc ma fonction lien ici, elle est fixée. Okay. Donc ma fonction lien, c'est un lien identité. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai une puissance de 1. Okay. Et ce que je vais juste changer, c'est le choix de la fonction variance. D'accord. Donc je vais prendre une fonction variance qui va être différente et qui va correspondre à différents paramètres. Donc c'est ce paramètre gamma. Okay. Avec les 4 cas particuliers, si mon paramètre de variance est égal à 0, okay, dans ces cas, ça veut dire que ma variance est constante, c'est une loi gamma. Si mon paramètre de variance est égal à 1, j'ai une loi de Poisson. S'il est égal à 2, j'ai une loi gamma. Et s'il est égal à 3, j'ai une loi inverse gaussienne. Et ce que je dis, c'est que je peux avoir un continuum. Okay. Donc ce qu'on observe, c'est que en changeant la loi, d'accord, la fonction variance, ce qui est rigoureusement équivalent, en fait la pente, elle change quand même pas beaucoup. Quand vous regardez les pentes, ma pente, elle varie en gros entre 0,96 et 1,02. Okay. Donc en fait, en changeant la loi, ça change un petit peu, mais ça reste relativement marginal. Okay. La pente la plus faible qu'on obtient, c'est le modèle de Poisson. Okay. Je n'ai pas a priori d'explication de pourquoi c'est le lot de Poisson, mais en l'occurrence, il s'avère que la pente, elle est un peu plus faible, à 0,98, que pour d'autres modèles. Okay.
Et il y a même deux modèles pour lesquels en fait, j'obtiens exactement la même pente, donc à 1. Donc il y a la loi gaussienne et puis quelque part une loi entre la loi gamma et la loi inverse gaussienne, donc avec une fonction variance peut-être à 2.2 ou 2.3. Ok. Donc on obtient ce genre de choses, donc avec une pente qui va osciller un tout petit peu en fait en fonction de la loi, essentiellement parce que donc quel que soit le modèle avec un lien euh, linéaire, je vais récupérer une droite comme prévision. Ok. Et c'est juste que l'inférence va me faire changer ma manière d'estimer. Euh, je peux faire la même chose avec un dialogue. Okay, donc avec un dialogue, j'aurai cette croissance exponentielle. Okay. Alors, croissance, parce que mon jeu de données, c'est plutôt des données avec une corrélation positive. Donc j'ai plutôt une croissance de la moyenne en fonction de x. Okay. Mais cette fois-ci, donc je prends un lien log. Et là encore, je vais jouer sur la fonction variance. Donc toujours avec mes 4 cas, variance constante, variance identité, variance quadratique et variance cubique. Okay. Ce qu'on observe, c'est que j'appelle encore ça la pente, mais c'est en fait le coefficient bêta 1, donc c'est plutôt donc c'est la pente dans la fonction eta, donc dans la combinaison linéaire des variables explicatives. Et ce qu'on observe, c'est que là encore, on évolue très très peu. Okay. Donc on est visiblement minimal là encore, autour du modèle de Poisson. Okay. Mais là, mais on varie relativement peu. D'accord. Donc quel que soit le type de modèle, on varie peu. Alors l'amplitude, elle est quand même plus grande. Donc typiquement, quand je prends le modèle inverse gaussien, j'ai quand même une différence qui est un peu plus grande. Okay. Donc je vais avoir une croissance exponentielle peut-être un peu plus rapide. On peut le regarder sur le graphe, mais c'est visuellement ce qu'on avait un petit peu observé. Okay. C'est que j'ai l'impression que je monte quand même un peu plus vite par ici. Okay. Et l'explication, alors je peux la faire de manière un peu heuristique, mais elle a deux sources. Okay. Elle a deux sources. La première, c'est le fait que... donc ce qu'on est juste en train de dire, c'est que j'ai une variance qui est en fonction cubique. Donc ma variance, elle va augmenter très 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 vite. Okay. Donc ce que me dit cette loi inverse gaussienne, c'est qu'ici, je m'autorise à avoir une très très grande variance. Et donc, a fortiori, je vais avoir une toute petite variance ici. Okay. Donc une petite variance, ça veut dire que je ne dois pas m'éloigner beaucoup de la valeur. D'accord. Donc en fait, ce que nous dit ce modèle inverse gaussien, c'est qu'ici, j'ai sûrement tendance à me rapprocher de la valeur que j'avais eue parce que commettre une erreur, ça va avoir un coût relativement important ici. Ici, je vais vite commettre des erreurs parce que je devrais être très, 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 très proche. Donc si jamais je m'en éloigne un tout petit peu, c'est sûrement que ça va me coûter cher. Alors que sur l'autre, j'ai le droit d'avoir beaucoup de dispersion, donc j'ai fondamentalement beaucoup de variance. Donc c'est pas très grave si jamais je m'en éloigne, ça reste réaliste. Et c'est pas possible que ce soit avec une très grande variance par là. Si jamais j'ai une très grande variance par là, c'est que j'ai une toute petite variance de l'autre côté. Okay. Donc quelque part, je vais forcer ma courbe pour partir d'un peu plus bas. Okay. Et comme il va falloir que je monte, forcément, ma pente, quelque part, sera un peu plus grande. Okay. Donc ça, c'est la première type d'interprétation qu'on va avoir. L'autre type d'interprétation, on peut l'avoir directement sur la fonction de poids. C'est que ce qu'on a vu, et c'est pour ça que j'insiste sur la manière dont se fait l'estimation, c'est que l'estimation se fait comme étant, donc l'algorithme de Fisher peut se voir comme une régression pondérée. Donc ce qu'on fait techniquement, à chaque étape, c'est qu'on fait des moindres carrés avec des poids. Okay. Donc je vais attribuer des poids à chacune des observations. Et ce qu'on avait vu, donc le poids, c'était ma fonction W quand je faisais mes calculs. Okay. Quand je faisais mes algorithmes itératifs, j'avais cette fonction W qui intervenait, qui était mes poids. Et ce qu'on avait dit, c'est que les poids, ils étaient liés en fait à la variance. Okay. Donc la fonction variance, elle intervenait directement dans ces poids. Je vous rappelle que les poids, c'est une matrice diagonale dans lesquelles j'ai cette fonction variance à l'intérieur. Donc plus ma fonction variance, enfin, dès lors que ma variance est importante, mes poids vont être importants. Okay, donc je vais attribuer des poids plus importants. Pardon, c'est l'inverse de la fonction variance. Okay, donc je vais mettre des poids très importants à ces points-là. Okay. Donc ici, j'ai un poids qui est très important, puis ici, j'ai un poids qui est peu important. Okay. Donc c'est un peu lié à la première interprétation, en fait. Je suis juste en train de vous dire, si jamais j'ai une variance qui est faible, je ne vais pas pouvoir m'éloigner beaucoup. Donc c'est équivalent à dire que je donne beaucoup, beaucoup de poids à cette observation-là. Okay. Donc c'est un peu ce que nous raconte cette estimation, okay, qui consiste à dire que j'ai pas envie de me tromper beaucoup aux endroits pour lesquels ma variance doit être faible. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a des estimations qui sont différentes. C'est essentiellement parce qu'on n'attribue pas les mêmes poids aux mêmes endroits. Okay. Donc comme ici, j'ai une fonction qui est croissante, ce que je dis juste, c'est que mes poids sont beaucoup plus importants sur cette partie-là. Et donc, je vais avoir tendance à avoir des erreurs de prévision beaucoup plus faibles sur la première observation, parce qu'encore une fois, c'est la plus petite. Okay.
euh, euh, que sur les dernières observations. C'est ce qu'on va essayer de visualiser un petit peu maintenant. Donc là, on vient de voir l'évolution de la pente. Je vais regarder ce que donne l'erreur de prévision. Okay, donc on disait qu'on allait s'intéresser à la première observation parce qu'en gros, c'est la plus petite. Okay. Et ce qu'on observe, c'est la courbe qui est la courbe là. Et ce qui est intéressant, c'est la partie de droite. C'est qu'on voit que quand ma fonction variance augmente, en fait, je vais avoir une erreur qui va tendre vers zéro. Je vais tout faire lorsque je fais ma phase d'inférence pour m'assurer que cette erreur soit faible parce qu'elle va me coûter très très cher. Okay, donc c'est ce qu'on observe ici, c'est le fait que l'erreur devient relativement faible dès lors que j'augmente la fonction variance. Okay, donc c'est ce que nous raconte un peu cette histoire. Donc on observe que le lot de poisson correspond au cas où j'ai le plus d'erreurs en fait. Alors l'erreur elle reste marginale encore une fois. Là, alors, je suis dans le modèle linéaire. Okay, mes erreurs elles sont très très faibles. Mais ce qu'on observe, et c'est l'intérêt de ce message, je pourrais le faire sur des données plus grandes, mais c'est en gros ce message-là, on le retrouvera toujours un petit peu. C'est le fait que quand j'augmente ma fonction variance, j'ai envie de commettre des erreurs très très faibles sur les petites observations pour lesquelles essentiellement j'ai une variance qui doit être faible. Okay, donc c'est un peu ce que ça nous raconte, ce type de graphique. Je peux regarder au contraire ce qui se passe quand je m'intéresse à la dernière observation. Donc la dernière, c'est la plus grande. Donc quelque part, le mu chapeau était beaucoup plus grand. Donc ma variance, elle a le droit d'être beaucoup plus grande. Okay, donc le fait d'avoir une variance beaucoup plus grande fait que si jamais je me trompe, ce n'est pas très grave. Okay, si jamais vous avez une loi normale, N0 sigma 2, avec un sigma 2 qui est tout petit, vous avez envie si jamais vous tombez sur 0,5, vous vous dites que ce n'est pas réaliste. Par contre, si jamais je vous dis que vous avez une loi normale N010, tomber sur 0,5 ou tomber sur 4, ce n'est pas très grave, c'est largement dans l'ordre du possible. Okay, donc c'est un petit peu ça, cette histoire de grande variance. Ça veut dire que si jamais je me trompe un peu, ce n'est pas très grave. Et c'est un peu ce que ça nous raconte ici. Ici, j'ai mon erreur. Okay, et mon erreur, finalement, elle varie de manière absolue, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on avait sur la première partie, où je variais très, très, très peu. Okay, ici, je peux avoir une amplitude d'erreur qui est plus importante. Okay, donc, voilà, c'est ce que nous raconte un petit peu ce modèle. Alors, je n'ai pas joué non plus sur les histoires de barycentre, okay, mais ce qu'on avait vu dans le modèle linéaire, c'est qu'on passait par le barycentre du nuage de points. Okay, là, ce qu'on pourrait montrer, peut-être que je pourrais rajouter des slides là-dessus, c'est que quand je commence à jouer sur cette fonction variance, en fait, mon barycentre, il va changer, puisque je vais donner de plus en plus de poids au premier. Okay, et donc, je vais plutôt osciller autour des valeurs les plus faibles. Okay, et donc, ça va me donner moins d'amplitude sur les valeurs faibles, mais au contraire, beaucoup plus sur les valeurs importantes. C'est un peu l'histoire de ces slides. Okay. Et ici, je regarde ce qui se passe quand on a un dialogue, mais quand on a un dialogue, ça nous raconte un petit peu la même histoire. C'est le fait que quand j'ai une variance qui est importante, sur les valeurs petites, en tout cas, j'observe encore cette décroissance pour récupérer. Alors, je ne sais pas regarder encore plus loin, mais a priori, on devrait je pense, tendre vers zéro. Okay. Donc, mes erreurs que je vais commettre sur les petites valeurs, peu importe le type de lien, va être beaucoup plus faible avec une fonction, avec une loi avec une fonction variance relativement importante. Okay. Donc, c'est ce qu'on peut observer sur ces types de graphes. Donc, l'intérêt, et là encore, j'ai la discussion inverse, c'est-à-dire que si jamais je prends un lien, peu importe ce qu'il est, mais ici, c'est un dialogue, donc à partir du moment où je prends une variance qui est importante, dans ces cas-là, ce n'est pas très grave si jamais je commets une erreur importante là où j'ai beaucoup de variance. Okay, c'est un peu ce que racontent tous ces graphes. Donc, l'intérêt de passer par mes lois puissance, okay, pas de mes fonctions de puissance, en tout cas sur les variances, c'est que je peux récupérer ces graphiques sur lesquels je peux avoir une espèce de continuum de modèles. Okay, et m'éloigner un petit peu des modèles classiques, qui étaient ce modèle gaussien qu'on avait vu dans la régression OLS, okay, ce modèle poisson, cette loi gamma et cette loi inverse gaussienne qui appartiennent à la famille exponentielle. On a un range possible de valeurs. Il y a un cas particulier qui nous intéressera, il y aura une série de slides là-dessus, sur ce qui se passe très exactement sur cette partie-là, qui est le cas de la loi Tweedy. Donc ici, j'ai une loi Tweedy, et techniquement, ce point-là veut dire que j'ai une loi poisson composée avec des sauts gamma, okay, donc, où les lois de Poisson et les lois gamma sont des cas particuliers. Okay, cette loi ici, donc c'est ma loi Campon de Poisson. Donc j'ai une somme pour i égale 1 à n de yi, où yi suit des lois gamma. Okay. Donc j'ai effectivement deux cas limites qui sont le cas Poisson et le cas gamma, essentiellement parce que quand la variance de cet objet-là
va tendre vers 0, je vais récupérer une somme finie. Une somme de gamma va correspondre en gros à une gamma. Donc ici, c'est quand la variance de n va tendre vers 0. Okay, dans ces cas-là, je vais récupérer une loi gamma. Et au contraire, quand la variance ici tend vers 0, donc quand la variance de mes y tend vers 0, dans ces cas-là, je vais récupérer des sauts qui sont déterministes. Okay, et donc, ça va être proportionnel à n, et donc ça va être une loi de Poisson. Donc, en fait, je me retrouve avec ces deux cas un peu limites, où en fait, je suis en train de jouer sur la variance de mes deux valeurs, donc le nombre de sauts et l'amplitude des sauts. Et quand je me trouve entre les deux, c'est que les deux sont variables. Okay, j'ai le cas où ma variable, j'ai un nombre aléatoire de sauts, et l'amplitude des sauts devient aléatoire. Okay, donc, ce modèle Tweedy, il est vraiment entre la loi de Poisson et la loi gamma. Et c'est ce qu'on a quand on regarde cette loi dans la famille exponentielle. OK. Donc, je vais m'arrêter là et puis on continuera sur d'autres slides. Donc, la discussion aujourd'hui, c'était vraiment essentiellement sur cette discussion sur le lien et la loi, essentiellement pour insister sur le fait que la chose importante quand on va faire la prévision, c'est le lien. Okay. La loi intervient uniquement sur le mode d'inférence, en fait. Comment est-ce qu'on va estimer les coefficients une fois qu'on a choisi notre fonction lien, et donc sur la variabilité qu'on va avoir autour de nos prévisions. Voilà, donc on arrête là. À bientôt.